Je vais vous parler d'un groupe de parole qui a été mis en place à la demande des médecins d'un centre de radiothérapie il y a 10 ans, qui sont sensibilisés au mal-être du personnel soignant suite à plusieurs décès de patients dans la même mois. L'objectif de cette demande était de mettre en place des conditions de travail plus favorables, de trouver une source de support et de formation théorique pour améliorer le vécu des soignants et celui des soignés au centre de radiothérapie. Cependant, le groupe de parole ne se prescrit pas comme un médicament. Son efficacité n'est pas garantie. C'est une aventure où les voyageurs inventent leur route, où parfois ils se perdent, s'arrêtent, se retrouvent. Le groupe se réunit environ une fois par mois. Les séances d'une durée de 2 heures se déroulent au centre de radiothérapie, en dehors des heures de travail. Il existe des règles de communication pour ce groupe de parole. Je respecte la confidentialité des propos entendus. Je parle au jeu. Quand vous parlez, parlez pour vous et non pour les autres. J'écoute sans interrompre par des commentaires ou des questions. Je ne juge pas et je ne donne pas de conseils solutions. Le groupe de parole est un temps fécond, un temps gagné sur le découragement, la fatigue, les non-dits, les blocages inconscients. Le soignant est invité à parler en tant que sujet. Cela lui permet de se découvrir, de se surprendre, de se laisser surprendre par l'autre au sein du groupe. C'est un espace où les soignants expriment leurs désirs, leur vécu, leur point de vue, sans peur d'être jugés. Le soignant est libre de parler de ce dont il veut, la nature d'une relation avec un patient qui lui pose problème, le vécu de certaines situations difficiles avec l'entourage d'un patient, de son incompréhension face à tel ou tel protocole mis en place, et ou de donner une information au reste de l'équipe. La parole a parfois un rôle de revalorisation personnelle lorsque le soignant rapporte une situation. Une solution ne peut pas forcément se dégager à l'issue de la séance. La verbalisation des difficultés personnelles face aux malades permet à certains participants de se libérer d'une charge affective trop forte qui entrave leur possibilité de recul ou d'analyse. La parole en circulant permet l'assouplissement des défenses devant notre impuissance parfois face à la maladie et à la mort. Elle donne un cocktail de sentiments positifs et négatifs. Le soignant trouve peu à peu le sens de son désir de réparer, de soigner, de guérir, de donner, d'être reconnu et par là même de découvrir si ses objectifs sont réalistes. Le couple soignant-soigné, le soignant évalue le mal-être du sujet soigné à travers le discours de celui-ci, mais il réinterprète ce discours en fonction de ses propres filtres et de son propre vécu. Je et l'autre se rencontrent à travers une image issue d'un désir, ce que Freud désigne comme le désir de réparation. Chaque soignant est confronté dans sa pratique à des affects importants, d'une part par le vécu de l'autre, souffrant, et d'autre part par une identification projective. Et si cela arrivait à mon conjoint, à mon enfant, à mon parent? Pourquoi souffrons-nous davantage auprès de certains de nos patients? Le soignant, témoin de la douleur d'un enfant ou d'un patient auquel il va s'identifier, peut ressentir un terrible sentiment de culpabilité et d'inutilité. Le couple soignant-soigné chemine un long moment au centre, tricotant tour à tour les mailles de leur lien, partageant ses émotions, ses regards, ses questionnements, ses angoisses, ses joies, ses espoirs et désespoirs, ses exaltations et exacerbations, ajustant l'un et l'autre leurs limites. Cet ajustement oblige le personnel soignant à une qualification psychologique à laquelle il n'est pas souvent préparé. En s'ouvrant sur soi-même, le soignant va s'ouvrir au soigné et va être plus apte à reconnaître les défenses que le patient, inconsciemment bien sûr, va mettre en place à son tour contre sa propre angoisse. Cette prise en compte des mécanismes de défense de chacun va participer à un échange authentique et équitable. Afin d'évaluer à quel point le stress du soignant peut être important, il me semble essentiel de rappeler en quoi ce type de pathologie est lourde de ressenti pour le patient. La peur et la tristesse accompagnent souvent la vie du malade cancéreux tout au long de sa maladie. Au moment du diagnostic, comme vous en a parlé Corinne tout à l'heure, pendant les différents examens ou traitements nécessaires avec la peur de souffrir, comme nous en a parlé le docteur Moreau tout à l'heure, au moment de la mise en route des traitements majeurs comme la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, la peur peut se transformer en angoisse, venir perturber ainsi la vie quotidienne et rendre certains actes compliqués ou même impossibles. Les différents types de stress pourront être environnementaux, comme les centres anticancéreux ou les salles d'irradiation, thérapeutiques avec la chirurgie ou la chimiothérapie, somatiques, relationnels avec la raréfaction parfois des échanges sociaux avec les arrêts maladie,
et sexuelle bien entendu, comme nous en a parlé tout à l'heure Corinne. La détresse du patient est souvent liée au caractère invasif des traitements, mais aussi liée au caractère nouveau et étranger de l'environnement médical. L'effort d'adaptation dans ce contexte est inévitable, car les problèmes et les contraintes familiales ou professionnelles peuvent rarement être mis entre parenthèses. Plus le patient se sentira écouté, préparé, entouré et soutenu, plus l'adaptabilité au traitement sera renforcée. Les patients doivent souvent faire face à l'image qu'ils se font des traitements, dont on a parlé ce matin. À la sortie des traitements, retrouver le rythme de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, s'avère être un avenir retrouvé, mais aussi parfois menaçant. Il va falloir réapprendre à vivre et à revivre avec ce corps guéri, dans un univers aux limites nouvelles. Il va falloir revenir dans le monde des biens portants. Nous préparons tous plus ou moins nos périples de vacances, nos voyages, dans le but d'en profiter au mieux. Rarement cet ultime voyage le sera. Pendant la phase terminale, le soutien psychothérapeutique devra permettre au patient d'obtenir de ceux qu'il aime et de ceux qu'il aime la permission de mourir ou de se désinvestir progressivement de toutes les personnes, fonctions ou rôles investis. Les réactions face à un deuil sont comme nos empreintes digitales. Elles se ressemblent toutes, mais sont chacune uniques. La participation du groupe de parole à la prévention du syndrome d'épuisement professionnel. La profession du soignant nous met face à une multitude de questions existentielles, morales, psychologiques, émotionnelles, qui impliquent plus la personne du soignant qu'une profession exercée dans le monde du non-vivant. La question de la maladie, de la souffrance, de la mort, de l'injustice sont répétitives dans le cadre du soin en cancérologie. La répétition de ces impacts émotionnels peut consumer le soignant au plus profond de lui-même s'il y a impossibilité de mise en mots de ces différents vécus émotionnels. Le travail du groupe devrait permettre de reconnaître ce qui dans le vécu vient de soi, vient du patient, du contexte de travail, afin de mieux accueillir l'anxiété du patient cancéreux et construire l'alliance thérapeutique, sans optimisme de façade, sans réassurance facile, juste en acceptant que les émotions rencontrées ne soient pas refoulées. Car tenter de repousser ces émotions, c'est comme tenter de maintenir un bouchon sous l'eau. Il remonte sans cesse à un endroit différent et les émotions refoulées réapparaissent à d'autres moments et peuvent alors modifier l'image que l'on a de soi et des autres. Ils peuvent aussi nous amener à des décisions inadaptées. L'identité du patient ne se réduit pas à sa maladie, ainsi que l'identité du soignant ne se réduit pas non plus à la seule fonction soignante. Le patient dont nous avons développé le cheminement devient un des acteurs de la confrontation avec le personnel soignant. Cette confrontation entre le devenu patient, porteur d'un diagnostic récent, violent, porteur d'une agressivité plus ou moins contenue, va exposer l'équipe soignante à de nombreux premiers stress et à la mise en place de ces premiers automatismes, dont la contenance est la première qualité. Contenance par rapport à l'expérience, à leur vécu professionnel, personnel, parcours obligé que l'équipe soignante va aussi emprunter et dont la finalité n'est pas forcément morbide, mais dont l'intensité peut être fréquemment violente. Cette confrontation nécessitera que l'équipe soignante soit préparée psychologiquement au choc déclenché. Un certain nombre de paramètres seront nécessaires pour contenir la situation et avoir un regard thérapeutique et une écoute accompagnatrice. Les psys n'ont pas le monopole de l'humanité dans la relation. Humanité dont toute personne se doit de faire preuve, quel que soit son rôle, quelle que soit son importance par rapport au traitement. Cette notion n'étant pas innée, l'apprentissage émanant en support groupe prendra toute sa valeur. L'aptitude relationnelle envers les malades doit être l'empathie, l'écoute, l'absence de jugement, la perception, la bonne distance, la faculté d'appréhender la situation. Il ne s'agit pas de mettre de côté systématiquement le désir et les connaissances techniques des professionnels engagés dans le soin d'autres hommes. Il s'agit uniquement d'écarter la méconnaissance systématique du retentissement chez chacun d'entre nous, des échecs, des frustrations, des manques éprouvés, mal assimilés, parfois dans notre vie professionnelle. C'est en effet dans l'attente du soigné et celle du soignant que se joue la qualité de la relation soignant-soigné. Les bénéfices du groupe de parole pour les soignants sont moins de sensations de rejet. Par exemple, les soignants me disent si un patient est agressif, ça n'est pas forcément tourné contre moi, mais plutôt contre sa maladie. Apprendre à se protéger, parler m'a aidé à me protéger face à la maladie, et tout ce que j'ai pu encaisser
à ne plus me lâcher à la maison, mais plutôt au groupe de parole, davantage de recul émotionnel et moins de situations anxiogènes, et pouvoir parler de la mort. Les bénéfices pour les patients sont la mise en place d'un dossier dont le patient est informé et qui lui est montré sur sa demande, la conception d'une fiche d'information qui est affichée dans chaque cabine de déshabillage, et plus de témoignages de reconnaissance pour l'accompagnement et le soutien psychologique des patients tout au long de leur traitement au centre par les manipulatrices de radio. Ils leur disent par exemple « Je me suis sentie plutôt bien ici malgré ma peur en commençant mon traitement. Je suis triste de vous quitter, mais content de ne plus venir. » En conclusion, le groupe de parole ne peut être perçu comme la panacée universelle permettant des relations professionnelles plus authentiques, où l'intimité et la solidarité seront rétablies, d'où une relation soignant-soigné idéale pourrait émerger. Le groupe de parole rassure, il ne propose aucune solution miracle, il montre aux participants qu'il ne faut pas avoir peur d'être présent, vivant et désirant quand on travaille dans le soin. Le fait d'être présent par sa parole démontre que cette présence amène un mieux-être, une atténuation du malaise et de la culpabilité, et permet aussi d'affirmer ses qualités, ses défauts, ses limites et ses doutes. Il est nécessaire d'aider tout soignant à comprendre ses difficultés face à telle maladie ou à tel patient, de l'aider à comprendre ce qu'est le contre-transfert et la projection. La reconnaissance de la souffrance de tout soignant doit motiver la mise en place de groupes de parole et de temps de formation. Au centre de radiothérapie, les soignants essaient de ne pas être dans le déni de la mort, ni dans la toute-puissance médicale, mais d'avoir juste les yeux, les oreilles et les mains grandes ouvertes pour être attentif à la souffrance que tout être porte en lui dans ce temps de la maladie. Chaque membre du groupe a ses objectifs conscients et inconscients, ce qui parfois amène des dissensions nécessaires à la confrontation avec la réalité conflictuelle. Dans l'intérêt des soignés et celui des soignants, appliquons les règles de la simple et quotidienne courtoisie, remplissons notre tâche d'information adéquate, reformulons les questions du patient pour être sûr que l'on est sur la même longueur d'onde. Ayons pour objectif de guérir ou de soulager le patient en face de nous, mais aussi de protéger et de promouvoir les droits de l'homme en matière de soins. La prise en charge psychologique idéale devrait être équitable entre patients et équipe soignante pour que le personnel soignant ne soit pas en souffrance et reçoive la même attention qu'il apporte à ses patients. Je vous remercie de votre attention. Merci Elisabeth, merci Corinne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, c'était trop clair. Je crois qu'il faut dire un grand merci à Corinne Roussan et Elisabeth Toja, qui sont un peu les chevilles ouvrières de cette journée, qui a pris naissance maintenant il y a 4 ans. Et grâce à leur engagement et à leur persévérance et leur gentillesse et leur passion pour leur métier, je pense qu'il faut les remercier vivement au nom de tous nos patients. Et dans la mesure où il faut avoir une vision un peu, je pense, objective de la maladie cancéreuse, parce que beaucoup ont guéri maintenant, pratiquement 70% des cancers, tous cancers confondus, que beaucoup de cancers seront considérés presque comme des maladies chroniques, comme le cancer du sein. Je crois que l'apport psychologique et redonner confiance aux patients est très très important. Merci à toutes les deux.